Bonjour à tous, bienvenue sur le 12, le podcast qui vous fait découvrir ou redécouvrir celles et ceux qui ont l'Aveyron dans le cœur. Qu'ils soient aveyronnais de naissance ou d'adoption, qu'ils soient restés ici ou partis à l'autre bout de la terre, je trouve leur parcours inspirant et j'ai très envie de les partager avec vous. Ils sont la fierté de notre beau département et ils vont m'aider à faire voyager l'Aveyron un peu partout. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, je partage avec vous ma rencontre avec Candice Perrac-Rosière. Candice est une jeune femme aveyronnaise qui est d'origine vietnamienne, qui a été adoptée et qui a grandi au sein d'une famille aimante dans un petit village aveyronnais. Coach mentor, maman d'une petite fille, elle se décrit comme une maman entrepreneur passionnée par les relations humaines et la psychologie. Elle n'a pas encore 30 ans et elle a pourtant déjà écrit son autobiographie. Elle a vécu un véritable drame qu'elle raconte dans son livre. On a fait le choix avec Candice de ne pas aborder précisément dans l'épisode le drame qui lui est arrivé, pour différentes raisons. On va néanmoins aborder les raisons pour lesquelles elle s'est lancée aussi jeune dans l'écriture de ce livre. Elle va se confier sur les différents moments difficiles de sa vie qui l'ont amenée vers des pensées très très noires, mais aussi ce qui lui a permis de retrouver goût à la vie, et notamment la personne qui l'a sauvée et le métier de closer que très peu de gens connaissent. Moi, je ne connaissais pas du tout, je suis sûre que vous non plus. C'est un métier qui lui a permis de s'épanouir pleinement. Ce que je souhaite retenir suite à ma discussion avec Candice, c'est l'espoir que même quand on a touché le fond, il est toujours possible de donner un gros coup de pied pour remonter à la surface. Son livre est un appel à prendre du recul face aux difficultés de la vie, mais aussi c'est un très beau message d'espoir, de bienveillance et de résilience. Allez, j'arrête là mon intro, je laisse la place à ma discussion avec Candice. Bonne écoute. Salut Candice. Salut Sandrine. Merci de me recevoir chez toi aujourd'hui pour cet épisode. Avec grand plaisir. Et merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast. J'en suis très honorée. Si tu le permets, je vais faire une petite présentation de toi et ensuite tu nous expliqueras ton parcours et les grandes lignes de ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Tu es toute jeune, hein, tu es née il y a 27 ans, oui, à plus de 10 000 km de la France. Tout à fait, exactement. Au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville. C'est ça. Autrement appelé Saigon. Exactement. C'est-à-dire que depuis la guerre d'Indochine, c'est Ho Chi Minh qui a rendu, on va dire, le Vietnam indépendant. Et donc, ils lui ont donné le nom de la ville, anciennement Saigon. D'accord. Tu es maman d'une petite fille, Lilia, qui a eu 1 an il n'y a pas très longtemps. Exactement, c'est ça. Et tu es bientôt mariée à son papa, Daniel. Tout à fait, en septembre. Tu as une sœur, Raphaël. Et donc, on échangera aussi, on parlera de tes parents, Claudie et Jean-Paul. Oui. Tu es auteur best-seller d'un livre qui s'appelle « Vous êtes capable ». On en parlera aussi. Alors, tu vas nous raconter un peu comment tu es arrivée en France, et plus précisément en Aveyron, dans un petit village de l'Aveyron qui s'appelle Cruéjoul. Oui. Qui fait qu'on a un point en commun, toi et moi, puisque oui. moi, quand j'étais petite, j'ai marché aussi dans les petites rues de Cruéjoul, parce que mon papa était né et a grandi à Cruéjoul. Donc Cruéjoul, c'est un tout petit village de moins de 500 habitants. C'est ça. Qui se trouve à peu près, allez, pour ceux qui ne connaissent pas, entre Lessac et Espalion, à une 30aine de kilomètres de Rodez. Oui. Tu nous expliqueras un petit peu comment tu es arrivée à Cruéjoul et les grandes lignes de ta vie. Pour commencer, la question que je pose à tout le monde, toi, à 12 ans, est-ce que tu avais déjà des rêves, une passion qui prédominait ou quelque chose qui fait le lien avec ta vie d'adulte d'aujourd'hui? Oui, je pense qu'à 12 ans, j'espérais déjà devenir psychologue. Ouais. Je sais pas, j'ai toujours été passionnée par les ressources humaines. Et au fil des années, j'avoue que je me suis laissée un petit peu influencer. Et on me disait toujours que c'était un métier qui était très fermé, qui n'avait pas de débouchés. Et finalement, aujourd'hui, je me rends compte que la psychologie, c'est quelque chose que je travaille, si on peut le dire comme ça, au quotidien. Donc, ouais, le lien à l'âge adulte aujourd'hui, il est là. Et j'ai envie de dire que j'ai plus que réalisé ce rêve de petite fille lorsque j'avais 12 ans. Ok, super. Ouais, tu étais déjà intéressée par les relations humaines, le comportement humain et, oui. Voilà. Et l'intervention que tu peux avoir, ton aide, ton accompagnement que tu peux avoir.
Exactement. J'étais très observatrice. Ok. Donc, je disais, en fait, tu es toute jeune et pourtant, tu as déjà écrit un livre et plus précisément une autobiographie. C'est ça. Donc, c'est pas commun parce que souvent, les gens qui écrivent des autobiographies, ils sont arrivés à un certain âge de leur vie. Tout à fait. Faut dire que tu as un parcours qui est quand même très différent de pas mal de jeunes de nos jours et de petits crus et jolis, comme on dit, qui ont grandi à tes côtés. Oui. Tu dis notamment, j'ai la sensation d'avoir vécu plusieurs vies en une. Du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as écrit ce livre et quel rôle il a joué dans ta vie? Bien sûr. J'ai écrit ce livre dans un premier temps, je pense, personnellement, pour pouvoir tourner une page. Je ne peux pas dire que c'est un livre thérapeutique, parce que la thérapie, je l'ai faite justement avant d'écrire, mais on va dire que ça a mis un point à la ligne dans ma vie. Et puis je l'ai également écrit pour ma fille, pour lui laisser un héritage, pour que peut-être, par chance, dans quelques années, lorsqu'elle le lira, elle se dise qu'elle est fière de sa mère et qu'elle puisse connaître l'histoire de sa maman. C'était très important pour moi. Je pense que c'est un accomplissement personnel. J'ai presque envie de dire que chaque personne, pas devrait, mais entre autres, c'est le mot, devrait écrire son propre livre, non pas forcément pour le publier ensuite, mais voilà, pour écrire ses lignes, pour écrire son histoire. Et le rôle qu'il a joué, c'est que c'est comme si je m'autorisais à pouvoir passer à autre chose, sans jamais rien oublier, bien évidemment, mais à passer à autre chose et à continuer à créer ma vie et à la diriger. Avant, je pense que c'était surtout les événements et les émotions qui dirigeaient ma vie. Et aujourd'hui, grâce à ce livre, je décide de faire différemment et de vivre pour moi. Ok. Pour expliquer un petit peu les personnes qui ne l'ont pas lu, parce que du coup, moi, je vois de quoi tu veux parler. J'ai lu ton livre. Moi, j'invite vraiment les auditeurs à lire ton livre. Alors, il se dévore, ton livre, en fait. Il se lit très, très facilement, très rapidement. Tu as une écriture qui est très... alors, je dirais à la fois fragile et forte, très, très authentique, très abordable dans la lecture. C'est vraiment... Tu te confies au lecteur. Tu dis que c'est pour toi, tu dis que c'est pour ta fille, mais on peut aussi, à mon sens, rajouter le fait que c'est destiné aussi à toutes les personnes qui vont le lire, pour avoir cette remise en question intérieure sur son propre parcours, sur ses propres difficultés. Qu'est-ce que tu veux nous en dire de ce livre? Qu'est-ce que tu veux dévoiler? Qu'est-ce qu'on peut dévoiler? Parce que forcément, on ne dira pas tout, ça c'est certain. Je pense que vraiment, il faut que le lecteur, il découvre ce qui est dit à l'intérieur et ce qui t'est arrivé, parce que c'est très bouleversant. Et voilà, mais voilà, je te laisse dire ce que tu as envie de dire par rapport à ce livre. Merci beaucoup, Sandrine, pour tes mots. On va dire que ce livre, effectivement, il était pour moi, il est pour ma fille. Il est aussi, avant même de parler pour tous les lecteurs, il était pour mes parents, ma famille, ma sœur, mon conjoint et toutes les autres personnes qui sont citées à un moment donné, pour les remercier. C'est un témoignage, c'est des remerciements, clairement. Et puis après, bien évidemment que lorsque je l'ai écrit et lorsque j'ai cliqué sur publier, j'espérais fortement qu'il soit lu au moins par ne serait-ce qu'une seule personne, et que cette personne, ça lui fasse un déclic, ou en tout cas qu'elle puisse se sentir plus rassurée, se sentir soutenue de par mon livre, et que ça puisse lui permettre d'avoir du réconfort et un véritable coup de boost. Après, clairement, je n'espérais pas forcément un grand engouement autour de mon livre, donc ça a été la grande surprise. Et ce livre, on va dire qu'il retrace tous les événements de ma vie, des événements à chaque fois qui sont bien évidemment assez importants, qui m'ont beaucoup touchée. On va passer par toutes les émotions, j'ai envie de dire. C'est un peu les montagnes russes, mais c'est quelque part... je pense que dans chacune de nos vies, ce sont les montagnes russes. Il y aura des hauts et des bas, c'est ce qu'on entend constamment, et c'est finalement le cas, c'est ça la vie. De montrer que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais qu'en revanche, on est à une seule décision à chaque fois d'en tirer le positif plutôt que le négatif. Je pense que ce que j'espérais, c'était qu'à la fin de la lecture, la personne relativise, se rende compte du chemin qu'elle a parcouru, se félicite et se dise que tout est possible et qu'elle en est capable.
Oui, parce qu'en fait, là aussi pour expliquer, en fait, le titre véritable sur la couverture du livre, il y a marqué "Vous êtes coupable". Mhm. Le mot coupable est barré et juste en dessous, il y a écrit capable. Il y a une histoire Exactement. effectivement de ça va tourner autour de la culpabilité sur plein de points de ton parcours. Tout à fait. Voilà. Et effectivement, en sous-titre, tu indiques l'ultime thérapie pour vous libérer de votre culpabilité et atteindre vos objectifs de vie. Et en fait, pendant tout le livre, tu interpelles le lecteur. Tu vas même faire jusqu'à des pauses de lecture et tu invites le lecteur à se poser et à dire je vous laisse je vous laisse mûrir un petit peu tout ça dans votre esprit Ouais. et reprenez la lecture qu'à partir de demain. Voilà, laissez passer la nuit. Donc, c'est une approche qui est intéressante, qui est différente, qui est vraiment tournée vers le lecteur. Donc, là aussi, c'était un choix de départ de le tourner comme ça ou ça s'est fait au moment de l'écriture? Je pense que ça s'est fait au niveau de l'écriture. C'est-à-dire que quand je l'ai écrit très vite. Clairement, le jour où j'ai voulu l'écrire, j'ai mis en gros 3 mois avant de le publier, mais c'est véritablement en 10 jours que je l'ai écrit, 10 jours où je me suis retrouvée chez mes parents, à la campagne, et j'avais fait une opération, et donc j'étais, on va dire, dans l'incapacité de pouvoir finalement travailler et marcher et me déplacer. Donc j'ai profité de ces 10 jours pour l'écrire, et je pense que lorsque j'écrivais, je me mettais également à la place du lecteur et je me disais, à ce moment-là, ça va être peut-être beaucoup d'émotions, il y aura beaucoup de choses à évacuer et donc on fait une pause. Et donc c'était évident, c'était logique. Après, j'avoue aussi que lorsque j'ai par exemple invité à la pause, à un temps de pause, j'avais déjà pour idée, plus tard lorsqu'il serait publié, de demander aux lecteurs s'ils étaient de la team j'ai attendu une nuit et j'ai repris le lendemain, ou s'ils étaient de la team j'ai pas pu, j'ai dévoré. Et ça a fait l'effet escompté, donc j'étais ravie parce qu'on va dire qu'il y a 90% des personnes, des lecteurs, qui n'ont pas attendu et qui ont continué parce qu'ils ont dévoré. Et moi non plus. Voilà. Et moi non plus. En fait, je me suis dit, mince, est-ce que je suis ce qu'elle me demande ou pas? Et en fait, j'ai suivi mon rythme à moi. Bien sûr. Mais je trouvais intéressant de pouvoir effectivement se poser. Je dis, c'est intéressant aussi d'avoir cette approche-là. Et finalement, ça donne le choix au lecteur de faire comme bon lui semble. Voilà, comme bon lui semble. Et au final, je trouve que ça rappelle le message de fond que tu envoies aussi au travers de ton livre et qui dit, mais on est responsable de notre vie, on est responsable des choix qu'on fait et on est responsable de dire je reste au fond du seau ou je mets un gros coup de pied au fond du seau et je remonte à la surface. Oui. Donc finalement, là aussi, voilà, ça va appeler un petit peu le lecteur là-dessus en fait. Tout à fait, exactement. Et pour rebondir, tout à l'heure, on disait effectivement que mon livre parlait de la culpabilité sur plein de sujets. J'aimerais revenir là-dessus. J'ai vraiment remarqué que c'était générationnel, mais et peut-être surtout en France, je trouve qu'on vit avec beaucoup de culpabilité. Beaucoup de culpabilité, par exemple, par rapport à nos parents, par rapport à nos grands-parents, de peut-être pas assez les appeler, de pas assez les voir, la culpabilité par rapport à nos enfants. On a tendance à beaucoup se sacrifier, à devoir faire des choix. Et je pense que là aussi, dans mon livre, le fond, lorsqu'on arrive à la fin du livre, c'est de se rendre compte que c'est pas tant faire des choix, c'est faire des décisions et être fier de prendre des décisions. Si on prend une décision par choix, en se disant il faut choisir, indéniablement il faut choisir, il y aura toujours un pourcentage de regret face à tel choix. Tandis que si on se dit je prends cette décision parce que je le veux et non pas parce que je le choisis, alors on a une dynamique qui est différente. Et je pense l'humain est voué quelque part à avoir constamment de la culpabilité sur tout et n'importe quoi. Et j'avais envie que pendant ce livre, les personnes se rendent compte que, ah oui, en fait, on se sent tous coupables et il n'y a pas que moi. Oui, parce qu'en fait, encore une fois, c'est très bouleversant ce que tu racontes dans le livre, mais on peut très bien, même sans vivre ce que toi tu as vécu, culpabiliser, comme tu l'as dit, au quotidien. Encore une fois, par rapport à ses enfants, par rapport à ses proches, par rapport à une séparation qu'on peut avoir. Enfin, et effectivement,
moi c'est mon sentiment, la culpabilité est extrêmement destructrice. Oui. Et vraiment, le gros travail qui est à faire et qui est très salvateur, c'est vraiment d'aller au-delà de cette culpabilité et d'avancer et d'arriver à la dompter en tout cas. Tout à fait. Elle est destructrice. Et en plus de ça, on a tendance à s'auto-saboter. Oui. Et donc à se rendre coupable, et presque on veut se rendre coupable. C'est, en tout cas, pour avoir échangé avec beaucoup d'autres personnes qui se sentent coupables, me disent que presque ils le cherchent. Ils cherchent à se rendre coupable, peut-être parce que ils ne veulent pas faire du mal aux autres, et donc ils préfèrent s'accabler eux-mêmes. Comment ont réagi tes parents et ta sœur quand tu leur as dit que tu allais écrire cette histoire ? Peut-être, alors, je vais peut-être trop vite. Est-ce que tu peux au moins nous expliquer le début de ta vie ? Parce qu'on est parti direct sur l'histoire du livre et le message qui passe au travers du livre. Mais je pense que pour les auditeurs, un peu retracer le début de ta vie pour expliquer. Bien sûr. Voilà. Ok. Je te laisse dire. Ok. Donc, j'ai été adoptée lorsque j'avais à peu près 2 mois. Donc, je suis arrivée en France à Cruéjoul, toute bébé, par 2 parents français, aveyronnais de souche, vivant déjà à Cruéjoul, qui s'appellent donc Jean-Paul et Claudie, qui sont devenus mes parents. Et puis, à l'âge de 2 ans, mes parents m'ont pris avec eux et on est parti en Colombie pour aller chercher ma petite sœur, qui est donc Raphaël, qui est devenue ma petite sœur. Et on a grandi tous les 4 ensemble à Cruéjoul. Ça a été... j'ai eu une enfance paisible, vraiment, même s'il y a eu des hauts et des bas. Et puis surtout à l'école, j'en parle dans le livre, c'est vrai, mais je pense que là aussi, c'est pas parce que forcément j'ai été adoptée que j'ai eu des soucis à l'école, dans le sens où on a tous des soucis pour une quelconque différence avec les autres. Et puis, donc on a grandi tous les 4 ensemble. Et on va dire que c'est vraiment en 2015 que ma vie a basculé, si je peux dire. Mais avant ça, j'ai eu quand même le voyage dans mon pays d'origine. Ma petite sœur, on a rencontré sa famille biologique avec mes parents. On a eu de grandes aventures et de grands voyages qui ont forgé nos caractères aussi, nos personnalités, notre ouverture d'esprit. Mais voilà un petit peu ma vie. Effectivement, à 10 000 km, voire plus, de Cruéjoul. Et puis, on s'est retrouvés à 4. Et quelque part, il y a beaucoup de personnes qui me disent aujourd'hui « Ah, mais tu as été adoptée et du coup, tu connais tes parents. » Non, je ne connais pas mes parents biologiques. Mais en revanche, mes parents, depuis le jour où j'ai rencontré donc Jean-Paul et Claudie, ce sont devenus mes parents. Et pour rien au monde, je le changerai. C'est très émouvant quand on parle. Et puis, dans le livre, c'est pareil. On se projette en fait dans ta vie et dans la vie d'un enfant adopté en fait. Bien sûr. Et toi, tu as eu la chance d'avoir des parents aimants et qui t'ont accompagné, qui t'ont toujours soutenu. Du coup, je reviens à ma question où je te demandais en fait comment eux, ils ont réagi et ta sœur au moment où tu leur as dit, en gros, je vais balancer toute ma vie dans un livre. Vous me suivez pas, est-ce que tu as demandé leur avis? Est-ce que tu leur as mis ça sur la table et puis voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement? Comment tu as fait? Très intéressante ta question. En fait, c'est presque tous mes proches et ma famille qui, dès le départ, déjà me disaient « Tu devrais écrire un livre ou ton histoire devrait être un film ou un livre ». Puis moi, je disais bêtement, mais non, pas du tout, n'importe quoi. Tu devrais faire une autobiographie. Quoi? Mais j'ai que 27 ans, c'est pas possible. Donc en fait, le jour où j'ai véritablement décidé officiellement d'écrire un livre, je sais pas, je pense que ça a fait écho en eux et qu'ils m'ont suivi dès le départ. J'ai pas forcément demandé leur avis, je leur en ai juste parlé. Et sur leur visage, on voyait déjà que c'était un oui, dans le sens où on a toujours été... on est 4 et pourtant on ne fait qu'un. Voilà. Et ils m'ont suivi aussi dans mes mésaventures, dans mes histoires malheureuses aussi. Et donc, ils avaient la sensation aussi que ce livre allait me permettre de tourner véritablement la page. Donc, je pense que c'était un oui franc et un oui, fais-le même au plus vite. Fais-le au plus vite et libère-toi de tout ce que tu as pu intérioriser durant ces dernières années. Après, moi, j'ai quand même bien fait attention dans le livre de ne pas parler à la place de mes parents et ma sœur, et de ma sœur, pardon. C'était très, très important pour moi. Notamment, j'aborde un moment très léger
le voyage qu'on fait avec ma petite sœur et mes parents pour rencontrer sa famille biologique. Et j'ai vraiment voulu montrer mon point de vue sans parler pour ma sœur et sans m'étendre sur le sujet. C'est-à-dire que je voulais rester focalisée sur mon histoire, mon chemin de vie. Bien évidemment qu'il y a des petites touches où il y a mon papa, ma maman, ma petite sœur, mais en revanche, je ne voulais en aucun cas que ça rentrait trop dans leur vie et leur faire découvrir aux lecteurs qui étaient réellement mes parents et ma sœur. Donc tu leur as fait lire avant de publier le livre, j'imagine, pour qu'ils valident ou pas forcément? Oui, effectivement, ils ont lu tous les 3 mon livre un petit peu avant de le publier. Et ils ont adoré, ils ont pleuré d'émotion. Et il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien et beaucoup de mal presque aussi à la fois, c'est que mon papa tout particulièrement m'a dit voilà, ce livre est magnifique. Et par contre, je me suis rendu compte que en fait, je n'étais pas très présent. Et je me suis rendu compte que ta mère, en revanche, elle était là. Et j'en suis très heureux. Et c'était inconscient parce que s'il a ressenti ça, c'est que j'ai peut-être parlé plus de ma maman. Alors qu'évidemment, je préfère même pas dire que je n'ai pas de préférence, c'est évident. Mais il est vrai que mon père, à cette époque-là, pendant toute mon enfance, mon adolescence et d'ailleurs jusqu'à l'âge adulte, il était peu présent, beaucoup de déplacements, il était dans la politique, il avait un métier qui était assez prenant à côté aussi. Mais par contre, j'insiste sur le fait que toutes les fois où il était là, il était vraiment là. Oui. J'ai eu un père qui était extrêmement présent, c'est-à-dire que lorsqu'il était face à moi, il n'était là que pour moi, que pour ma sœur et moi, que pour nous. Et donc, lorsqu'il m'a dit ça, je voyais il avait les yeux de l'amour par rapport à ma maman, qu'il disait en gros il l'a félicité en fait d'avoir élevé ma petite sœur et moi, que lui, il avait la sensation d'y avoir peu participé. Ce qui n'est pas du tout notre souvenir avec Raphaël et moi, tant quand il était là, il était présent. Et je me rappelle que donc à cette lecture-là, un peu avant de le publier, j'ai rajouté 2 ou 3 passages sur mon papa dans le livre par culpabilité. Donc voilà, mais c'est de la culpabilité d'amour parce que d'avoir peur effectivement de transmettre un message qui finalement n'est pas fidèle à ce que toi tu voulais transmettre. On est d'accord. Ouais. C'est-à-dire que s'il avait senti ce message, s'il avait senti ça comme ça, je me suis dit, je ne veux en aucun cas que les lecteurs pensent que mon père n'était pas présent. Et je le dis aujourd'hui en podcast parce que ça me fait rire et parce que voilà, c'est des histoires d'auteurs, quoi. Et j'ai aimé surtout voilà, la façon dont il me l'a dit et la façon dont il félicitait quelque part ma maman et à quel point il était admiratif de ma maman. Voilà. En tout cas, tu as la chance d'avoir des parents qui sont très bienveillants et qui vont vraiment, je pense, au-delà de la démarche d'adoption, vraiment vous suivre, enfin en tout cas pour le coup, toi, voilà, parce que tu racontes ta vie à toi, mais te suivre jusqu'au bout, même dans les pires galères que tu as pu rencontrer jusqu'ici, et ils ont toujours été là pour toi et pour t'accompagner. Donc c'est une sacrée mission, une mission de vie, si on peut dire, voilà, ça comme ça, et vraiment, c'est très beau. Hein. J'aimerais qu'on revienne, si tu veux, alors là aussi sans trop dévoiler ce qui est dans le livre, mais cette période, finalement, tu as eu une période où tu as été, comme je disais tout à l'heure, au fond du seau. Ça, c'est l'expression vraiment où voilà, tu as touché le fond et tu t'es retrouvé dans une situation très très compliquée, humainement parlant. Et j'aimerais que tu nous parles, en fait, que tu partes de cette période-là pour nous expliquer comment tu as pu... voilà. Ouais. Ok, bien sûr, avec plaisir. En fait, je revenais d'un voyage au Vietnam. J'étais partie toute seule, où j'avais travaillé. J'étais vraiment expat là-bas pendant plus de 3 mois. Et puis, je suis rentrée en Aveyron. D'ailleurs, je me rappelle encore, je ne voulais même pas revenir. C'est mes parents qui ont insisté. Et puis, c'est vrai que j'avais une dernière année d'études à faire. Donc, je suis rentrée. Et puis, j'ai retrouvé tous mes proches, tous mes amis, ma famille. Et puis, quelques semaines plus tard, j'ai perdu quelqu'un qui m'était très proche dans des circonstances qui sont tragiques. Je sais pas, il n'y a pas les mots en fait, mais vraiment des circonstances extraordinaires presque. Et suite à ça,
il s'en est suivi des événements tout aussi tragiques. Je suis passée par la dépression, par le chagrin, par le désespoir, jusqu'à vouloir même mettre fin à mon existence. Un jour, je me réveille, je suis arrivée à l'hôpital. Je me suis juste dit, je me suis ratée, alors qu'il y avait ma famille autour de moi. Je m'en suis voulu. J'avais encore plus de culpabilité. Et puis ensuite, j'ai pu du coup visiter un hôpital psychiatrique, et puis ensuite une clinique où là, je pense que c'est là où j'ai vraiment touché le fond du seau, comme tu l'appelles. C'est-à-dire que je m'en suis même posé des questions en me disant, mais est-ce que Candice, tu n'es pas folle? Est-ce que tu as un problème psychologique? Est-ce que tu es schizophrène? Et je pense que là, c'était le fond du fond. Dans le sens où, toute cette période-là, j'avais perdu quelqu'un que j'aimais, j'avais perdu des amis. Le plus dur, en plus, je ne sais pas si c'était le fait de me rendre compte que j'avais perdu tous mes amis et qui m'avaient quelque part laissée, ou de me rendre compte qu'en fait, du coup, je n'avais pas d'amis et que c'était tous des faux amis. Donc voilà, ça a été quelque chose de très dur. Et puis ensuite, je me suis sentie abandonnée, accablée, je me suis sentie seule. Et puis j'avais la sensation que tout le monde réussissait à reprendre le cours de leur vie et que moi, j'y arriverais jamais. Et à ce moment-là, j'avais vraiment des pertes de mémoire, des trous noirs. Et je me disais, mais c'est un cauchemar. Je ne veux pas en dire plus parce que c'est vrai que j'en parle en détail dans le livre, donc je ne voudrais pas spoiler les personnes qui prendraient la décision tout à l'heure de prendre ce livre. Mais en tout cas, quand je suis arrivée au fond du seau, effectivement, on a toujours deux choix. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Sandrine, c'était soit l'un, y rester, sans plaindre, pourquoi pas, mais en tout cas, y rester, et accepter quelque part cette condition-là et ne plus jamais avancer, soit prendre le taureau par les cornes, comme on le dit, et puis voilà, essayer de trouver une lueur d'espoir pour pouvoir rebondir. À la base de la base, j'avoue que même moi, je n'avais absolument pas envie de rebondir. Je recevais tous les jours des visites de ma famille, de mes proches, qui essayaient de me soulever, de me faire rebondir. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être décidé que par soi-même. En tout cas, on n'y arrive vraiment que lorsqu'on le veut nous-mêmes, à l'intérieur de nous. C'est ça. Donc je pense que ça ne marchait pas. Et puis, à un moment, je pense que je me suis remis les pieds sur terre et je me suis dit, pour mes parents, pour ma famille, pour ma sœur, pour les gens qui m'aiment, pour les seules personnes qui m'aiment encore aujourd'hui, tu dois le faire pour eux. Et puis à ce moment-là, voilà, quand on a déjà une motivation, quand on a trouvé son moteur, c'est déjà plus simple. Mais là encore, ce n'était pas un long fleuve tranquille non plus. J'ai rechuté à de nombreuses reprises. Je ne vais pas dire que j'ai fait un rebond en une seule fois. On va dire que j'ai fait des rebonds et que j'ai rechuté, et puis des rebonds et j'ai rechuté. Et puis, un jour, j'ai fait la rencontre d'une autre personne. Et je pense que souvent, ma vie, ça a été ça. J'ai souvent été sauvée, ou j'ai souvent accepté d'être sauvée par quelqu'un d'autre. C'est pas forcément que j'avais pas la force pour y arriver seule, mais je n'avais pas l'envie suffisante pour me dire que c'était pour moi. Donc, je me suis trouvée quelque part cette excuse de c'est pour mes parents, c'est pour ma sœur, et ça me donnait vraiment une motivation supplémentaire. Et j'ai fait la rencontre d'un homme. On va dire que cet homme a pensé toutes mes plaies. Il a été patient avec moi. Et à cette époque-là, on n'avait même pas 20 ans. Donc, je me suis toujours demandé comment une personne de 20 ans était capable de se donner corps et âme pour une autre personne qui était en dépression, qui était suicidaire, qui était malade, qui était... Parce qu'il connaissait, tu lui as dit ta vie, en fait. Tu lui as dit... Exactement. Voilà, tu as été honnête avec lui et il avait le choix de passer son chemin ou de continuer à s'intéresser à toi. Tout à fait. Et il a quitté la ville où est-ce qu'il était. Il est venu aménager chez moi, à Rodez, en Aveyron. Et il s'est vraiment donné. Il a toujours été là, en fait. Et il dit souvent qu'il a réussi à voir la lumière qui était éteinte. Mais oui, je pense qu'il a réussi à percevoir quelle femme j'allais devenir. Alors que moi, j'avoue que j'avais la sensation d'être simplement une corvée pour les autres. Et
Et oui, je suis très admirative de la manière dont il s'est occupé de moi, parce qu'on peut le dire comme ça. Ça a été ma béquille, ça a été mon infirmier, ça a été mon confident, ça a été mon meilleur ami, mon seul ami à un moment donné, entre guillemets, dans le sens où tous les autres amis qui me soutenaient vraiment, j'avais la sensation que j'allais leur gâcher leur vie en m'épanchant sur le sujet. Et pourtant, j'avais vraiment des personnes qui m'ont tendu la main et qui sont toujours mes amis aujourd'hui. Mais Daniel, qui est d'ailleurs mon futur mari, mais Daniel, j'avais la sensation que je pouvais tout lui dire et qu'il n'y aurait pas de jugement, qu'il n'y aurait pas de pitié et qu'il me prenait telle que j'étais. Donc le rebond, pour répondre à ta question, comment il s'est fait? Il s'est fait de par mon environnement. Je pense qu'aujourd'hui c'est très important l'environnement dans lequel on est. Quand je parle d'environnement, ce n'est pas forcément que géographique, c'est véritablement au niveau de par quelle personne est-ce qu'on s'entoure. On dit souvent que nous sommes le résumé, la somme des 5 personnes qui nous entourent. Ici, pour moi, c'était le cas. J'avais ma famille, quelques amis et Daniel. Ça m'a vraiment aidé à rebondir. Et puis ensuite, il y avait des toutes petites attentions de la vie qui m'ont permis de rebondir aussi. Je le dis souvent, mais il me semble que j'allais pas très bien, et puis un peu comme tous les jours à ce moment-là, dans cette période-là, et puis je suis dans la rue et je croise quelqu'un qui me sourit. Ce simple sourire me donne un petit peu d'espoir à ma vie, à mon quotidien, à ma journée. Et puis le lendemain, je sais pas, on me force à aller quelque part, à aller dans un restaurant pour aller mieux, et puis je redécouvre la glace à la framboise. Et là, pareil, bam, c'est comme des petites choses du quotidien, en fait, des petits bonheurs du quotidien. C'est ça, tout à fait. Et voilà, ça me faisait du bien. Et puis le soir, je ressombrais un peu, j'étais de nouveau triste. Et puis le lendemain, il y avait un autre petit bonheur. Et petit bonheur par plus petit bonheur ont fait que, pareil, j'allais mieux. Et puis, enfin, il y a aussi eu ma carrière professionnelle, on va dire. J'avais arrêté mes études, puis je les ai repris. J'ai trouvé le quelque peu de courage qui me restait pour reprendre mes études que j'ai eu. J'ai passé mon permis après la 6e fois que j'ai eu, pour la 7e. Donc, il y avait petit à petit des petites victoires qui avaient été des échecs avant et que j'ai retransformées en victoires. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidée. Et puis, il y a eu le fait de découvrir un nouveau métier. Parce qu'avant, on va dire qu'il y a encore 7 ans, j'étais salariée dans tout ce qui était le commerce, les ressources humaines. Et puis, un jour, j'ai fait la découverte d'un nouveau métier qui a littéralement changé ma vie et qui a permis de me développer personnellement durant ces 7 dernières années. Oui, alors du coup, j'aimerais bien que tu nous expliques ce que c'est que ce métier, parce que je ne connaissais pas du tout. Donc, quand on s'est rencontrés il y a quelque temps, tu m'as expliqué rapidement. Donc, tu es closeuse. Exactement. Ou closer, voilà, on dit closer, oui, closeuse. Les deux termes peuvent se dire voilà. Pour féminin ou masculin. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement, ce que ce métier? Avec joie, oui. Alors, pour essayer d'être la plus synthétique possible, qu'est-ce qu'un closer ? C'est une personne à qui on lui délègue la partie vente et recrutement. Qui est-ce qui nous délègue ça en tant que closer ? Eh bien, ce sont des entreprises ou des entrepreneurs qui proposent des accompagnements, des coachings, des formations, la plupart du temps à distanciel. Un closer ne va pas vendre une voiture. Un closer ne va pas vendre un aspirateur comme à Darty, par exemple. Un closer ne va vendre que des choses qui sont à distance, qu'ils sont pour se former pour une transformation physique, une transformation professionnelle ou une transformation personnelle. Un coaching. Exactement. Un service. Oui. Voilà, okay. On est vraiment prestation de service. Le closer est une personne qui est indépendante, c'est un prestataire et une entreprise sous-traite pour avoir quelqu'un qui va s'occuper des ventes. En revanche, le closer est différent d'un commercial. C'est quelque part ce qui se rapproche le plus et à la fois, on est aux antipodes d'un commercial traditionnel. On va dire que si on grossit les traits, le commercial traditionnel, c'est quelqu'un qui veut vendre quelque part à tout prix, se faire quand même des marges assez intéressantes et qui fait beaucoup de prospection. Beaucoup de prospection, ou qui en tout cas a appris la vente avec des techniques de vente. Ici, le closer n'a pas forcément de technique de vente. Son objectif au niveau de l'état d'esprit n'est pas de vendre, mais d'apposer le meilleur diagnostic
face à la personne qui l'aura au téléphone, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'un closer ne vend que par téléphone ou par visio, non pas en physique. Tout se fait à distance. Donc c'est un travail qui se fait chaque fois à la maison. Et quand on est closer, on a donc des personnes au téléphone qui sont intéressées par les services que l'on propose. On ne les propose donc pas personnellement, on les propose parce que nous travaillons avec une entreprise. Cette entreprise-là, c'est notre client. Donc un closer, il a un seul client. Et nous traitons au quotidien avec les potentiels clients de notre client. Alors, moi, ce que j'en comprends, Oui. Pour reformuler d'une autre manière, enfin, moi, comment je l'ai compris, que ça m'a aidé à... et que ça m'a aidé à le comprendre. C'est qu'en fait, par exemple, quelqu'un qui fait du coaching à distance, par exemple sur le développement personnel ou la perte de poids, etc., pour faire un déclic dans l'esprit de la personne, du client final, lui, il n'aura pas l'envie, pas le temps, ou il ne sait pas faire, d'aller justement échanger avec des clients potentiels, des gens qui seraient intéressés. Ça, c'est ton boulot. C'est-à-dire qu'il va te déléguer à toi ce travail-là pour que lui puisse se concentrer finalement sur son accompagnement à lui. C'est exactement ça, sachant que le closer, en revanche, ne va pas chercher ses clients. Voilà. La personne, toi, en fait, finalement, comment ça se passe quand tu as, avant que tu aies Madame Y au téléphone, comment cette Madame Y, elle a fait pour arriver jusqu'à toi? Admettons, tu souhaites faire un coaching de confiance en soi demain. Tu vas taper sur Google « confiance en soi », formation confiance en soi, programme confiance en soi à la maison. Et étrangement, et à la fois logique, tu te fais incendier petit à petit sur ton fil d'actualité Facebook, sur Google, de plein de publicités concernant des formations de confiance en soi. À un moment donné, il y en a une qui va te plaire. Elle va te séduire et tu vas te dire, cette formation-là, elle semble me plaire. Tu vas cliquer dessus, tu vas atterrir, admettons, sur un site internet où tu vas obtenir plus d'informations. Et quand tu lis ces informations, ça te plaît encore plus. Mais tu vois qu'il n'y a pas forcément de programme ni de tarif. Donc pour en savoir plus, il faut fixer un rendez-vous. Ça t'est bien notifié sur le site. Tu fixes un rendez-vous et tu réponds à un questionnaire. Lorsque tu valides, eh bien, moi derrière, de mon côté, j'ai reçu une notification dans ma boîte mail en disant que j'ai Sandrine, tel jour, à telle heure. Elle a répondu à tel questionnaire. Et moi, je sais que je dois t'appeler. Donc, le jeudi à 14h, par exemple. D'accord. C'est-à-dire que toutes les personnes que je vais avoir au téléphone sont d'ores et déjà des personnes qui sont intéressées, parfois fortement intéressées, parfois déjà closées. Closées, ça veut dire en fait déjà engagées, déjà vendues, déjà achetées. Oui, convaincues. Exactement, convaincues. Et puis parfois, il y aura des personnes qui seront « Oh, ben, je suis juste là pour les informations ». Nous, notre objectif en tant que closer, c'est de qualifier toutes les personnes qu'on a au téléphone. On ne veut absolument pas vendre à tout prix. On veut les meilleurs clients, des clients de rêve pour notre propre client. Parce qu'une personne désagréable ou pas trop motivée ou qui est dans une situation précaire, on sait pertinemment qu'au niveau du long terme, ce sera ni bon pour notre client, ni bon pour le prospect, donc la personne qu'on a au téléphone, ni pour nous-mêmes en tant que closer. Notre objectif aussi, c'est de gagner du temps, de faire gagner du temps à notre prospect et pour nous-mêmes aussi. Donc, si j'avais à résumer en 2-3 phrases, le closer travaille avec une entreprise qui propose un service, il est payé, il est rémunéré à la commission. En tant que closer, nous avons une forte rémunération parce que tous les coachings que nous abordons avec nos prospects sont toujours des coachings qui sont assez high ticket, c'est-à-dire à des milliers d'euros. Un closer n'a pas des commissions qui s'élèvent à 20 ou 30 ou 50 ou 100 euros par appel. Ça n'existe pas forcément. En revanche, beaucoup de personnes peuvent se dire du coup, c'est le métier de rêve. C'est un métier où on peut travailler de chez soi, juste par téléphone, quand on veut, et en plus, on est bien payé. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en revanche, on a des personnes au téléphone qui nous témoignent des choses qui sont parfois tragiques, des histoires assez douloureuses. Donc, il faut savoir être empathique et à la fois savoir prendre du recul, prendre de la hauteur sur les témoignages des autres. Il faut être très patient, pouvoir être à l'écoute, avoir une écoute active et être très réactif. Également, il faut quand même s'y connaître un minimum sur tout ce qui est réseaux sociaux, Internet et outils d'Internet. Mais c'est en tout cas un métier qui permet
de se développer personnellement, dans le sens où nous sommes à la fois un vendeur, à la fois un psychologue, à la fois un médecin. Et en fait, au quotidien, on est constamment en train d'analyser le comportement humain. Euh, donc, c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie. Mais effectivement, c'est ce travail-là, je pense, qui m'a sauvée aussi et qui m'a permis d'avoir une aussi belle carrière professionnelle aujourd'hui. Et quand je dis belle carrière professionnelle, c'est bel et bien ma propre définition d'une belle carrière. Oui, et puis ça, là pour le coup, ça rejoint avec ce que tu disais au début de l'épisode, cette envie, cet attrait pour la psychologie humaine, finalement, tu avais déjà ça en toi pour pouvoir justement t'adapter à la personne que tu as au bout du fil, adapter tes questions. Tu as un lien finalement qui se noue avec les personnes que tu closes finalement pour tes clients, ton client final, hein, qui est le coach de son côté. Tu as, pour faire rapidement en fait le lien avec ce que tu as fait pendant quelque temps, tu as créé ton propre programme qui s'appelait Même Moi. Et tu as accompagné des centaines de personnes dans leur vie personnelle, alors que ce soit au niveau personnel ou professionnel, pour évoluer en fait dans leur vie. C'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Donc j'ai créé un programme qui s'appelait Même Moi. C'est un programme qui est vraiment basé sur tout ce qui est développement personnel. Et là, dernièrement, il y a juste quelques jours, je viens de sortir mon tout nouveau site internet qui s'appelle donc candicrose.com. Je n'ai pas supprimé Même Moi, mais en revanche, j'ai fait quelque chose de plus condensé où dans ce site, on y retrouve tant mon programme Même Moi dans le développement personnel que toutes les autres formations et séances de coaching que je peux faire, ainsi que la vente de mon livre, pour pouvoir vraiment n'avoir qu'un seul site avec tout à l'intérieur. Ok, super. Mais je mettrai les coordonnées dans les notes de l'épisode de ton site. Merci. La prochaine question que j'ai envie de te poser, Candice, c'est quel souvenir d'enfance t'a le plus marqué et a influencé ta vie d'adulte, si tu devais n'en retenir qu'un seul? En fait, il y a un souvenir qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Bon, il y en a plein, évidemment. Ouais, j'imagine. Mais un souvenir qui m'a touchée, c'est un garçon qui était dans ma classe au primaire et qui était d'ailleurs mon voisin. Il s'appelait Brice. Il s'appelle toujours Brice. Eh bien, sa maman m'a raconté, je ne sais pas, lorsque j'étais ado, donc il y a peut-être une dizaine d'années, m'a raconté qu'un jour, ils étaient au supermarché, d'ailleurs à Intermarché à Lessac, pour être plus précise. Et il y avait une petite fille qui était asiatique. Et donc, sa maman me raconte, et sa maman disait à Brice, tu sais, cette petite fille, elle est comme Candice. Elle est asiatique, elle vient de notre pays. Et puis, il lui a répondu, mais n'importe quoi. Pourquoi tu dis ça? Candice, elle n'est pas asiatique. Candice, elle est française et c'est pas vrai. Et quand elle me l'a raconté, ça m'a beaucoup touchée parce que, oui, dans mon livre, et même toi, tu le sais, Sandrine, comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai été quelque part, enfin, pas victime, mais j'ai subi du racisme. Mais encore une fois, le racisme, c'est tellement vaste dans le sens où, si ce n'est pas au niveau de la race, on est jugé par notre différence, quelle qu'elle soit. Et bien là, c'était quand même à l'inverse, c'est-à-dire que simplement parce que j'avais grandi à ses côtés depuis ma naissance jusqu'à notre enfance, il ne s'est jamais rendu compte de ma différence. Et ça m'a toujours marquée, touchée. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai toujours voulu chercher une place quelque part, et je me rends simplement compte que ma place, elle est là où je suis aimée. Et ça m'a beaucoup... ça m'a fait grandir. Et je me suis rendue... J'ai été fière, en fait, de mon histoire et de mes origines quand sa maman m'en a parlé. C'est très beau. C'est très, très beau. Est-ce que tu aurais une expression ou un adage, enfin voilà, une expression que tu dis régulièrement qui te guide un peu dans ta vie de tous les jours? Ouais, j'en ai plein. Il y en a une que je dis souvent et que je me dis à moi surtout. Je me dis que tout ce qui nous est arrivé dans notre vie fait partie de notre discours de victoire demain et d'ailleurs aujourd'hui. C'est-à-dire, encore une fois, et j'insiste là-dessus,
En fait, je ne serais pas devenue la femme que je suis aujourd'hui si tout ce qui m'est arrivé dans le passé n'était pas arrivé. Et on a vraiment la décision, la possibilité de décider que chaque événement qui s'est passé dans notre vie s'est passé pour une bonne raison ou pour 5 bonnes raisons. D'ailleurs, c'est un exercice que j'essaye de faire très régulièrement. À chaque fois que j'ai un événement difficile, douloureux, eh bien, je me dis, Candice, liste les 5 bonnes raisons de pourquoi cet événement a eu lieu pour toi. Eh bien, quand je liste ces 5 raisons, effectivement, l'événement, je le vois passer d'une autre manière. Et c'est là où je pense que la vie nous amène tout ce que nous devons vivre. Donc voilà, c'est un adage que je dis souvent, oui. Je te suis complètement, je suis vraiment d'accord avec toi. Je suis de celles et ceux qui pensent que, quelle que soit la dureté des événements, des périodes de notre vie, on peut faire le choix, encore une fois, de rester dans la victimisation de pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi ça m'est arrivé à moi, ou on peut être de ceux qui disent mais qu'est-ce que je peux en retirer de positif de cette situation, de cet événement, de cette période de ma vie, qu'est-ce que j'ai pu apprendre pendant cette période, oui. et en quoi ça peut faire ma force aujourd'hui, en fait. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Quelles sont les valeurs que tu souhaites transmettre à ta fille ? Une valeur tout particulièrement qui est au-delà de toutes celles que nous connaissons déjà et que nous prenons quasiment tous, c'est le partage, ça va être le respect de l'autre, le respect pour soi-même, l'amour, la famille, la valeur du travail, toutes ces valeurs évidemment. En revanche, il y en a une qui me tient à cœur beaucoup, c'est celle de l'amour de soi et de savoir aussi se prioriser. Lorsque Lilia est née, la première chose que je me suis dit, c'est je ferai tout pour elle, je donnerai tout pour elle et c'est ma priorité. Et puis avant même de le faire, ne serait-ce qu'une seule journée, je me suis remise en question et je me suis dit pas du tout, c'est pas du tout ça que je veux faire, absolument pas. Bien sûr que en soi c'est ma priorité, bien sûr que c'est la personne, l'une des personnes, oui, la personne la plus importante à mes yeux, dans ma vie. Je me suis dit que si je voulais qu'elle se priorise dans sa vie, il fallait qu'elle puisse voir en ses parents 2 personnes qui prennent des décisions pour eux-mêmes et qui savent se prioriser. Parce que si j'étais une femme qui se sacrifiait pour tout, je suis convaincue que Lilia, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle se sacrifiera pour les autres et elle donnera tout pour les autres et pas suffisamment pour elle. Donc c'est un modèle que tu veux, c'est un modèle, un message que tu transmets au travers de ta façon de vivre. Tout à fait. Voilà. J'ai vraiment appris que, en fait, les enfants se calquaient sur nous pour tout et n'importe quoi. Nos enfants, lorsqu'ils prononcent maman pour la première fois, par exemple, c'est parce qu'on le leur dit constamment jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Admettons même... ne serait-ce qu'une seule dispute, j'y pense là parce que Sandrine, là nous avons mon chat qui est à côté de nous. Les seules fois où on se dispute, mon conjoint et moi, notre chat, ne serait-ce que notre chat, ressent toutes ses émotions et commence à miauler très fort. Ça veut dire quoi ce que je veux insinuer là en fait, c'est que tous les comportements que je vais avoir face à ma fille, je sais pertinemment que c'est des choses qu'elle va calquer, en tout cas au départ. Demain, elle fera sa propre personnalité, elle se construira, mais nous sommes son premier modèle, nous sommes son premier exemple, et je veux vraiment qu'elle puisse voir en nous des parents qui sont à la fois forts et à la fois fragiles, c'est-à-dire vulnérables, qu'ils sachent montrer leurs émotions, qu'ils sachent s'exprimer en tout temps, et des parents qui savent se prioriser pour qu'elle aussi, elle puisse prendre des décisions pour elle avant de culpabiliser et de penser aux autres. Moi, du coup, j'ai une question qui m'est venue, en fait, quand tu as parlé de ta fille. Une double question. En fait, il y a 2 questions dans ma question. Alors déjà, effectivement, qu'est-ce que tu ressens du fait d'avoir ta fille à toi, ta fille biologique, voilà.
Et ma deuxième question, ça sera dans le cas où, par exemple, tu n'aurais pas pu avoir d'enfant, est-ce que tu penses que du coup, ton histoire aurait fait que tu aurais été naturellement vers l'adoption ou qu'au contraire, justement, ça aurait pu créer un blocage? Très intéressant. Bah, déjà, pour répondre à la première question, que ma fille, en fait, soit ma fille biologique, j'aimerais que ça ne soit pas important, mais ça l'est. Ça l'est de par mon histoire, ça l'est de par le fait que avant elle, je n'avais aucune personne sur cette terre, à ma connaissance, qui avait la même ADN que moi. Je n'ai jamais pu avoir des compliments du style Candice, tu ressembles à ta maman ou à ton père. C'est des choses qui m'ont toujours manqué. Ça peut paraître presque léger, mais en fait, c'était du coup très important pour moi quand on n'a pas, quand on sait qu'on ne peut pas avoir. Évidemment, on attend que ça et on l'a pas. Donc évidemment que lorsque Lilia est née et que j'ai vu qu'elle avait quelques traits asiatiques, je me suis dit, enfin, ça y est. Et d'ailleurs, même à 5 ans, 10 ans, je crois que je voulais déjà avoir des enfants. C'est très étrange, mais je savais que le jour où j'aurais enfin un enfant à moi, quelque part, c'est pas que ça sauverait ma vie, mais c'est comme si j'avais la possibilité de cocher une case que tout le monde avait déjà. J'étais la seule, entre guillemets, à être différente et à ne pas pouvoir cocher cette case. Et donc, je savais pertinemment que lorsque j'aurais une enfant, ou un enfant, je serais comblée. En revanche, attention, je n'ai pas fait Lilia, je n'ai pas eu Lilia pour être comblée dans ma vie. J'étais déjà comblée dans ma vie, mais c'est vrai que oui, c'était quelque chose de très très important pour moi. Et puis pour répondre à la deuxième question, qui est si jamais je n'avais pas eu la possibilité, je pense que oui, évidemment, je me serais portée sur l'adoption. D'ailleurs, c'est un projet qui est en train de naître avec mon conjoint et moi. On aimerait beaucoup adopter. Pas maintenant, là, tout de suite. Mais c'est bizarre d'ailleurs de dire projet. Un enfant ne peut même pas être un projet, il est tellement plus que ça. Mais voilà, on y songe. Mais ça aurait été très difficile, c'est sûr. Parce que, encore une fois, je me serais sentie encore seule. Et je pense que j'aimerais un enfant adopté autant que si c'était le mien, parce que ce serait le mien. Mais oui, encore une fois, de par mon histoire, je l'aurais un peu mal vécu. Après, j'aurais eu une forte pensée pour ma maman, justement. Ma maman adoptive, ma maman tout court, Claudie, en qui j'ai beaucoup d'admiration. Et depuis que je suis devenue maman, j'ai véritablement compris ce qu'elle a pu vivre, subir entre guillemets. Combien de fois j'entends toutes les semaines des femmes me dire que les femmes naissent pour donner la vie. Et à chaque fois que j'entends ces phrases, je serai quelqu'un d'autre. Moi aussi, j'acquiescerai ce genre de phrases et je les trouverai jolies. Mais au vu du passé de mes parents, je n'adhère pas du tout à ces phrases et elles me brisent le cœur parce que je pense évidemment à mes parents. Donc ça n'aurait pas été tragique, ça n'aurait pas été une catastrophe, mais je pense que oui, j'aurais eu un gros pincement au cœur. Mais dans tous les cas, ce n'est pas arrivé et je suis ravie d'avoir ma fille aujourd'hui. Et peut-être que dans quelques années, eh bien, je te dirais que j'ai une enfant biologique et une enfant adoptée. C'est très beau. On va passer aux questions plus particulièrement sur l'Aveyron. Un endroit où tu aimes aller en Aveyron pour te ressourcer? Eh bien, je dirais que j'aime beaucoup aller sur l'Aubrac, tout simplement. J'ai mes parents qui ont un bureau qui s'appelle Halte Test. Désormais, on le loue, donc il est de moins en moins disponible, on va dire, mais c'est très agréable parce qu'on est seul au monde. Ça nous permet de se développer personnellement encore plus, étant donné qu'on se permet d'être face à soi-même, seul face à soi-même. Exercice assez difficile, mais là, en tout cas, c'est très ressourçant. En revanche, même si je me sens aveyronnaise, j'avoue que je ne suis pas non plus une femme qui adore la nature, dans le sens où j'ai eu une petite histoire lorsque j'étais jeune et depuis ce jour-là, j'ai peur des insectes. C'est catastrophique. Donc, je dis tout le temps... Comme je te comprends. Voilà. Je dis tout le temps, j'aimerais tellement même
dormir à la belle étoile tous les jours et aller sur le brac très souvent, mais je sais qu'il y a beaucoup de criquets et des insectes et ça m'empêche souvent d'y aller. J'aime beaucoup y aller l'hiver parce que ça fait très champêtre, avec la cheminée, c'est très très agréable. Mais voilà, j'ai peur des insectes. C'est un petit peu la malédiction d'avoir peur des insectes en Aveyron, étant donné qu'on est quand même en pleine campagne et que j'ai grandi moi-même à la campagne, à Cruéjoul. Mais en revanche, c'est quand même un endroit qui est sublime, l'Aubrac. Et j'y vais autant de fois que je peux y aller. Ok. Mot qui représente bien l'Aveyron pour toi? Je dirais que c'est la proximité. En fait, y a beaucoup de personnes qui me disent encore aujourd'hui « Ah, mais tu es de l'Aveyron. Oh, mais les Aveyronnais, quand même, ils sont assez fermés. » Enfin, je sais qu'on y mange bien, mais ils sont assez fermés, ou du moins, on n'est pas accepté facilement. Je trouve ça très intéressant. Je pense qu'en fait, dans chaque région, évidemment qu'il y a comme un petit passage obligé d'intégration. Donc ça, je suis d'accord. En revanche, dès l'instant où on montre aux Aveyronnais que nous aimons l'Aveyron et que nous aimons y être, y vivre et que nous respectons en fait les valeurs que nous prenons en Aveyron, alors là, on est plus qu'intégrés, on fait partie d'une famille. Et ce côté proximité, il est très important. Et c'est étrange que je dise ça, vu mon passif. Vu que c'est quand même en Aveyron que j'ai subi le racisme, la différence, le rejet et toutes ces choses. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que je pense que partout sur la Terre, dans tous les cas, nous subirons toujours des marques de différence, de racisme et de rejet. Donc le mot qui caractérise le plus l'Aveyron pour moi, c'est vraiment ce côté proximité. Je sors de chez moi, j'aime aller chez mon boucher, j'aime aller chez ma fleuriste, j'aime aller au marché. On connaît quasiment tout le monde. Ça, c'est des avantages, certes. Mais ce côté proximité, quand j'étais à l'autre bout du monde, en voyage, eh bien, il me manquait et j'avais toujours hâte de revenir aux sources. Oui, puis tu dis finalement sur chaque coin de terre, il y aura forcément la différence qui va ressortir, le racisme qui peut être là, mais à l'inverse aussi, finalement, aux quatre coins de la terre, tu auras forcément des gens qui vont être là qui vont être bienveillants, qui vont Bien être sûr. là pour ces personnes-là. Donc voilà, toujours voir le côté positif. Encore une fois, voilà. toujours. Alors tout à l'heure tu as dit on y mange bien en Aveyron. Bon, je suis pas forcément, je suis pas celle qui va te contredire. Le plat aveyronnais que tu préfères manger? Je dirais que c'est un bon pavé de bœuf d'Aubrac avec de l'aligot. D'accord. Je suis pas très originale, mais c'est délicieux. Alors au moment où on enregistre, c'est bientôt, c'est midi. Oui. Donc ça me donne pas du tout faim de parler d'aligot. Un Aveyronnais ou une Aveyronnaise qui t'inspire et que tu me conseilles de recevoir sur le podcast? Ah, génial cette question. Eh bien oui, écoute, là je pense tout de suite à la créatrice de Chloé et Léon qui crée des accessoires capillaires. Son message que j'aime beaucoup, elle dit « Je t'aide à assumer tes cheveux ». Et elle fait que des accessoires cousus main. Je t'enverrai ses coordonnées. Super, merci beaucoup. Candice, on arrive à la fin de cet épisode. Oui. Pour conclure, j'avais envie de donner une phrase que tu dis dans le livre. Tu dis « Je suis en paix avec mon passé, il fait de moi ce que je suis ». Oui. Donc, je trouve ça très beau et effectivement, ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'aurais envie de rajouter, en fait, ce que ça m'a évoqué à la lecture de ton livre, c'est que, au final, tu n'as pas eu le choix dans ta naissance, en début de ta vie. Tout à fait. Mais tu as pu faire le choix de cette deuxième naissance, de cette renaissance. Exactement. Et je trouve que c'est un très très beau message pour tous les auditeurs, pour tous les lecteurs de ton livre. On a un petit miaulement de Léon, ton chat, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Candice, aujourd'hui? Eh bien, écoute, au vu des événements à venir, je te dirais... de me souhaiter que mon conjoint me dise oui en septembre. Écoute, je te le souhaite aussi. Ouais. Merci beaucoup. J'ai passé un super moment avec toi. Moi aussi, c'était génial. Puis merci à tous ceux qui nous écoutent. Plein de bonheur à vous trois en tout cas. Merci. À très bientôt. À bientôt. Voilà, l'épisode 5 est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu.
Je rappelle le titre du livre de Candice, Vous êtes capable. Dans les notes de l'épisode, je vous indiquerai les liens vers son site et ses réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à la contacter, à lui adresser un message suite à l'écoute de cet épisode. Je suis certaine qu'elle va beaucoup apprécier et qu'elle prendra le temps de vous répondre dès qu'elle peut. Au moment où sort l'épisode, on est à quelques jours du mariage de Candice et de Daniel, donc je leur souhaite sincèrement tous mes vœux de bonheur à tous les deux et plein de bonheur avec leur petite Lilia. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook, vous avez vu que j'ai bien bossé cet été puisque j'ai 5 autres épisodes à monter, donc j'ai du pain sur la planche, mais il me tarde de partager tout ça avec vous. Pour m'aider à faire connaître le 12, c'est très très facile. Je vous invite à partager cet épisode à 1 ou 2 personnes. Ça serait super sympa. Merci beaucoup à vous. Allez, à très bientôt. Salut!